télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. À l'issue d'un hivernage pluvieux, les agriculteurs de la zone des Niayes attendent une belle moisson, 2 tonnes à l'hectare. C'est l'objectif des producteurs qui ont bénéficié de semences provenant de l'Agence nationale du conseil agricole. L'exploitation du gaz, objet d'un cadre d'échange et de concertation à Saint-Louis. Autorités, experts et communautés participent au forum. Un forum qui a donné l'opportunité aux autorités locales de lever les équivoques autour de la répartition de cette ressource. Et puis beach soccer, le Sénégal surclasse l'Ouganda, une victoire de 10-1 pour l'équipe qui garde la tête froide malgré l'exploit et qui vise la constance tout au long de la compétition. Je rappelle qu'il s'agit de la CAN 2022 qui se déroule présentement au Mozambique. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. Dans la zone des Niayes et à Meouane plus précisément, de bons rendements en perspective, du mil, du niébé, de l'arachide en abondance. Les agriculteurs espèrent une production de 2 tonnes à l'hectare, une belle moisson boostée par l'apport en semences de l'Agence nationale du conseil agricole qui autorise l'espoir d'une atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les détails, c'est avec Charanta Diop et Seila Tir. La cadence vers l'autosuffisance alimentaire s'accélère dans plusieurs zones agricoles de la zone des Niayes. À Meouane, l'introduction de pratiques agricoles innovantes a permis de booster les rendements chez les producteurs. Constat fait par la directrice de l'ANCAR zone des Niayes. On peut avoir de beaux rendements. On a mis en place 6 variétés de niébé et 7 variétés d'arachide, en plus de la variété qui était connue au niveau de la zone, qui est la 55. Donc on a pu voir avec les producteurs que vraiment les variétés qui ont été introduites sont très productives dans la zone et battent même les variétés locales que les producteurs avaient l'habitude de faire. Si on veut avoir la souveraineté alimentaire, il faut que les variétés productives qui sont méconnues des producteurs puissent être partagées et mises à l'échelle. Le président des producteurs de Meouane souligne que les superficies ont augmenté de façon considérable avec des niveaux de rendement très élevés. C'est donc dire que l'objectif d'autosuffisance alimentaire est en phase d'être atteint. Si c'est possible, en renforçant nos capacités, nous les producteurs, et bien appuyés en matériel, la majorité des producteurs qui sont ici ont multiplié un hectare de mil sous nos 3 ou bien un hectare de mil tchalak ou bien une autre variété. Ce bilan a permis de constater cette année que plusieurs producteurs de la zone des Niayes et de Meouane ont bénéficié de ce projet qui a permis une augmentation considérable de la productivité. La commune de Sandiara a reçu la visite du ministre du Plan, de la Coopération et de l'Économie. Madame Oulimata Sarr a réservé sa première sortie à cette localité qui fait partie des zones économiques spéciales propices à la création d'emplois. À cette occasion, les employés rencontrés en ont profité pour lui soumettre leurs préoccupations. Ces dernières concernent leurs difficultés à accéder bien souvent aux matières premières. Compte rendu de cette visite signé Ndaïma Tidjan. Cette visite sur le terrain a été une occasion pour la nouvelle ministre de l'économie, du plan et de la coopération de témoigner de la contribution des industries à la création de l'emploi. À en croire Oulimata Sarr, de telles initiatives sont des modèles à copier. Aujourd'hui, nous venons de visiter cette unité de Solas qui produit des batteries, qui essaie de produire des batteries localement en créant de l'emploi et en permettant au Sénégal d'exporter dans toute la sous-région. Nous avons vu tout à l'heure aussi une unité de production de poussins, aussi très innovante, avec une expertise marocaine mais basée à Sandiara qui crée de l'emploi. Et l'objectif vraiment c'est d'attirer cette richesse au niveau territorial avec un accompagnement pour que les communes soient attractives à l'investissement et je pense que c'est un très bon exemple. Nous avons eu l'occasion aussi de visiter le port sec où on a vu toute cette communauté de transporteurs maliens qui maintenant ont une base où ils peuvent rester avec la douane
et tous les services. Responsables administratifs à Solence Industries résument leurs difficultés à la matière première qui parfois est inaccessible. Comme nous avions dit tantôt à Madame la ministre, nous avons quelques difficultés par rapport aux matières premières que nous utilisons pour faire les batteries. La visite du ministre nous permettra apportera des solutions exactement par rapport à notre difficulté. Lors de cette visite, la ministre de l'économie, du plan et de la coopération a réaffirmé sa volonté de soutenir le secteur industriel et a promis d'interpeller ses collègues des autres ministères sur cette situation. Un an après sa mise en œuvre, l'unité d'appui au partenariat public-privé dégage un bilan satisfaisant de ses actions. Rattachée au ministère du Plan et de la Coopération, cette entité a présenté son projet aux collectivités territoriales de la zone centre, une aubaine pour les acteurs locaux qui estiment qu'ils seront ainsi mieux renforcés. Le compte-rendu est signé Ousmane Dem et Faligay. Un partenariat public-privé productif. C'est l'objectif que s'est fixé l'État du Sénégal. Les enjeux sont partout les mêmes. L'enjeu pour la zone centre comme pour toutes les autres collectivités territoriales du Sénégal, c'est d'avoir un moyen alternatif pour réaliser des projets d'infrastructure qui vont contribuer pour la disponibilité des services de qualité pour les populations. C'est donc une forme de mise en œuvre de projets en plus du code des marchés publics qui est aujourd'hui l'outil que disposent ces acteurs, mais un outil qui a des contraintes parce que nécessite un budget, l'appel à leur budget, et une des contraintes majeures de ces collectivités, c'est le budget. Donc l'instrument partenariat public-privé à travers la nouvelle loi, c'est un moyen, un alternatif qui leur donne la possibilité de réaliser leurs projets dans leur commune comme dans les conseils départementaux avec d'autres solutions, avec une meilleure implication du secteur privé. Après un an d'existence, de nombreux projets de développement sont réalisés. Aujourd'hui, on a donc non seulement un pipeline de projets de PPP au niveau de l'administration centrale et on commence la deuxième phase en élargissant aux collectivités territoriales et il y aura bientôt un appel à projets au niveau de ces collectivités territoriales. Au niveau du pipeline administration centrale, il y avait les autorités contractantes avaient soumis environ 75 projets venant des ministères sectoriels différents. Sur ces 75, on peut dire à date, il y a une quinzaine qui est éligible ou qui est prêt à être préparé en PPP. Voilà. Et à côté de cette quinzaine, il y a une trentaine de projets qui nécessitent d'autres études complémentaires pour mieux redéfinir le périmètre. Et il y a une trentaine qui, suivant leur formulation, ne remplit pas les conditions pour être passés en PPP. Et dans le cadre de cette campagne Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew, voilà, la semaine prochaine, nous avons un rendez-vous avec l'administration centrale pour lancer la deuxième phase de pipeline pour ces projets. N'ayant souvent pas les moyens de leur ambition, les collectivités territoriales lancent un ouf de soulagement. Aujourd'hui, si l'État met en avant ce programme, ça permettra d'avoir des projets ambitieux. Mais de notre point, ça permet de favoriser les compétences locales, mais aussi le secteur privé local et communautaire. Quand le secteur public et privé décident de collaborer, l'espoir d'un lendemain meilleur est permis. À Saint-Louis, experts et communautés débattent autour de l'exploitation prochaine de la ressource gazière, une exploitation déjà soumise à de nombreuses polémiques que les autorités présentes au forum en ont profité pour établir la vérité et des faits et surtout rassurer l'opinion publique. Ousseynou Diop, Habib Sek pour Le Point. À quelques mois du démarrage de l'exploitation du gaz dans les côtes sénégalo-mauritaniennes, le comité régional de développement de Saint-Louis a réuni les acteurs du secteur pour 2 jours autour d'un forum. Ils ont échangé sur la gouvernance territoriale et la transition économique dans la région. Balle est dans le camp du secteur privé surtout, pour que chacun puisse tirer le meilleur de ces potentialités-là. Saint-Louis se prépare dans une certaine mesure, mais il faut que ça soit également partagé avec les populations. L'exploitation du gaz suscite des préoccupations chez les pêcheurs qui craignent pour leurs activités. Le chef de l'exécutif régional rassure et souligne que l'État mise sur la priorisation des intérêts des populations. L'option de l'État,
c'est de prioriser les intérêts supérieurs des populations. L'exploitation du gaz, le gaz c'est une ressource naturelle, comme l'a dit le président de la République, sur la base de la modification constitutionnelle de 2016, les ressources appartiennent au peuple sénégalais. Les parts de l'État du Sénégal sur les retombées du gaz ont suscité ces derniers jours un grand débat. Le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local déplore une désinformation. Ils n'ont pas lu les textes. Parce que s'ils avaient pris la peine de lire le texte, ils auraient fait la différence entre la part ou les parts de Petrosen et les parts de l'État. C'est Petrosen qui a 10% dans la phase d'exploration et en cas de découverte peut aller jusqu'à 20%. C'est le cas sur GTA, sur Sangomar, il est aujourd'hui à 18%. Ce forum de 2 jours permet aux autorités locales, aux experts multisectoriels et aux communautés locales d'échanger sur l'exploitation du gaz au Sénégal et sur les défis qui attendent notre pays. Et puis malgré les efforts consentis pour la bonne marche du secteur artisanal, eh bien ce dernier est toujours en situation précaire. C'est la conviction du président de la Chambre des métiers de Dakar en déplacement à Mbao. Dans le cadre de l'installation de l'antenne de Mbao, Maguette Mbou réclame plus d'attention à l'égard des artisans. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Moi j'ai l'habitude de dire que l'État certainement n'a pas fait tout, mais a fait beaucoup de choses pour l'artisanat. Mais malheureusement, ce sont des gens d'intermédiaires, c'est ça qui nous empêche de bénéficier à 100% ce que l'État est en train de faire pour les artisans. Nos frères, les mécaniciens, les menuisiers, tout ça là. Donc c'est vraiment... Mais là, c'est un domaine qui quand même peut-être, avec le président, il est plus à l'aise pour parler de ça. De toute façon, c'est un problème qui est là. Je ne sais pas comment on règle. Le président Macky Sall nous a donné tant de hectares à Diamniadio. Mais je crois que ça, il est en train de réflexionner ça ou même de construire ça. Il y a beaucoup de l'argent, des milliards, ils sont injectés dans ce secteur-là. Mais pourquoi jusqu'à présent, le secteur-là souffre? Parce qu'il y a un problème. Le problème là, on doit regarder. Regarde le problème de paysans. 30 milliards pour les paysans. Jusqu'à présent, combien d'années? Il y a 3 ans actuellement. Mais jusqu'à présent, les artisans, on ne peut pas, comme encore, arriver à recevoir l'équipement. Ils nous ont laissés avec des commerçants. Les commerçants, ils sont en train d'augmenter les prix. Si le président veut nous aider, regarde les Chinois. Regarde les Chinois, c'est ce que nous ont fait. Ils amènent beaucoup de marchandises. Mais regarde, les cordonniers sénégalais. Les cordonniers sénégalais peuvent faire mieux que ça. Mais regarde, toi, le président a parlé, les bustiers. Comment un bustier? Sabadola est là. On ne peut pas avoir un gramme d'or pour les Sénégalais. Allez, parlons éducation à présent au lycée de Tanaf. Alors que la rentrée scolaire est effective, eh bien, pas moins de 27 abris provisoires font toujours office de salle de classe. Révélation faite par les autorités locales en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires. Par ailleurs, les enseignants présents à l'événement en ont profité pour demander aux parents d'élèves de libérer leurs enfants afin qu'ils démarrent les cours dans de nombreuses localités de la région de Sédhiou. L'heure est actuellement aux récoltes et nombreux sont les élèves qui s'adonnent encore aux travaux champêtres. Bakary Konté et Khalid Djemé. 27 salles de classe sont en abri provisoire au lycée de Tanaf et difficile d'y effectuer les enseignements car la région continue de recevoir des pluies. Bamba Youssouf Dramé, premier adjoint au maire, demande l'aide du ministère de l'Éducation nationale. Au lycée de Tanaf, il y a 27 abris provisoires qui sont là-bas et ça fait très longtemps. Donc les enfants vraiment ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions parce que ça va impacter négativement leur enseignement-apprentissage. Donc nous lançons un appel vraiment à l'État pour qu'il vienne en aide vraiment au lycée de Tanaf en leur construisant vraiment des salles de classe. De ce fait, ça va booster les résultats scolaires. La municipalité a distribué des fournitures scolaires aux différentes écoles de la localité, mais malgré tout, certains élèves sont toujours absents. Malgré les difficultés que les collectivités territoriales rencontrent, le maire vraiment s'est débrouillé vraiment à mettre à la disposition vraiment des élèves et des enseignants des fournitures scolaires. Donc c'est le lieu vraiment de remercier monsieur le maire pour ça, mais c'est le lieu également d'exhorter vraiment d'abord les parents d'élèves
de libérer les enfants pour qu'ils reprennent le chemin de l'école. Mohamed Lamine Ndiaye, adjoint au sous-préfet de Simbandi Brassou, lance un appel aux parents. Nous lançons un appel aux parents de faire revenir ceux qui sont partis en vacances, de revenir sur les lieux pour apprendre. Ceux qui sont dans les résidences aussi, les parents, il faut que les parents leur fassent sortir. Parce que l'école a ouvert ses portes. Il faut que chacun laisse une part de sa souveraineté au profit de l'intérêt général. Ces populations de Tanaf demandent aux autorités compétentes de tout faire pour éliminer ces abris provisoires pour un enseignement de qualité. L'éducation, une des 9 compétences plutôt transférées aux collectivités locales, une priorité pour la municipalité de Mbao. Elle vient d'injecter 74 millions de francs CFA pour soutenir les établissements scolaires dans sa circonscription. 500 tables bancs ont été remis pour combler le déficit dans les écoles, mais également des fournitures scolaires, comme vous le voyez sur ces images, pour venir en aide aux parents d'élèves. La cérémonie de remise s'est tenue à l'hôtel de ville de Mbao. Ibrahim Makan et Modou Diop pour reportage. La commune de Mbao vole au secours de l'éducation dans toute sa circonscription, conformément aux dispositions de l'acte 3 de la décentralisation. En cette période de rentrée scolaire, la municipalité s'attaque au déficit de tables-bancs tout en enlevant une épine du pied des parents d'élèves. Nous avons pu réussir également à trouver 500 tables-bancs que nous avons répartis entre les différents établissements, et tout à l'heure vous avez suivi avec moi la distribution ou les quotas qui ont été attribués pour chaque école, et je pense qu'ils vont venir tout à l'heure les prendre. Nous avons également pris la décision d'acheter pour une valeur de 14 millions des fournitures scolaires pour les élèves, et nous allons les mettre à la disposition bien sûr encore des codecs. Et tous ceux qui gèrent les écoles, ceux qui gèrent l'école aujourd'hui, et ils vont se charger bien entendu de faire la distribution et de nous faire un rapport. Pour alléger les charges fixes des établissements scolaires, entre autres, une ligne de crédit a été dégagée par la mairie pour soutenir l'école sur l'ensemble du territoire communal. Nous avons déjà prévu dans notre budget cette année de subventionner les codecs lance à travers bien sûr une organisation des directeurs des établissements pour un montant global de 15 millions. Cela va permettre d'une part de faire face au paiement des factures d'eau et d'électricité et d'autres dépenses que la commune pourrait déjà confier au codec pour qu'ils puissent les exécuter au bénéfice des élèves et des établissements. Pour une éducation de qualité avec des résultats probants, la commune s'est engagée également à doter toutes les écoles de Mbao d'imprimantes et de photocopieuses. Le nouveau patron de Dakar Dem Dikk en visite au dépôt de Thiaroye, Ousmane Sylla constate une situation délicate mais promet aux travailleurs un plan de redressement. Dans les meilleurs délais, je propose de l'écouter. Il est au micro de Layan. À partir de ce moment, nous allons mettre en place un système de management qui permettra de mettre en valeur les personnes qui sont dans la société, mais aussi d'avoir un service meilleur afin de maîtriser nos coûts avec une excellence opérationnelle au sein de ça. Les doléances aujourd'hui sont nombreuses. Premièrement, ce sont les conditions de travail. Deuxièmement, ce sont les pièces de rechange par rapport au taux de panne que nous avons. Et aussi, on a des difficultés, on pourrait dire, au niveau de cette société en ce qui concerne la maîtrise des charges. Également, au niveau des recettes, quand on voit une société qui avait presque, je ne sais pas, 10 fois moins de recettes il y a 5 ans, on peut se poser beaucoup de questions. Donc tout cela, nous allons essayer de le régler ensemble. Mais je suis très confiant. Je suis très confiant par rapport à ce que j'entends, ce que je vois, et que ce que les Sénégalais nous encouragent à faire. Et avec l'appui de son Excellence le Président de la République, nous allons trouver des solutions. Parce que si nous avons de nouveaux bus et que le système interne, nous ne sommes pas en mesure de les régler, nous allons retomber dans la même situation. Donc aujourd'hui, moi, l'urgence, plutôt, c'était dans le système de management, dans le système d'organisation que nous avons au niveau de Dakar Dem Dikk. C'est ce qui doit changer et nous allons le faire. Les bus, on en a besoin plus qu'aujourd'hui parce qu'on a besoin de ces nouveaux bus, on a besoin d'avoir une nouvelle offre au niveau de Dakar Dem Dikk.
À Louga, plusieurs jeunes du quartier Artillerie arrêtés à l'issue d'affrontements entre supporters de l'ASC Nyangan et ceux de Nerlé. Une arrestation jugée abusive par les dirigeants de Nyangan qui menacent de boycotter la suite du championnat si leurs joueurs ne recouvrent pas la liberté. Nous écoutons tout de suite le porte-parole de l'ASC Nyangan. Il est au micro de Tierno Fall. Ça fait plus de 3 jours que nos jeunes frères ont été arrêtés à la police, dont on ignore les motifs. Ce matin, depuis hier, on a été à la police, mais on ne nous a pas encore donné les motifs de leur arrestation. Mais quand il y a eu des affrontements, je ne peux pas comprendre qu'on cueille toujours les supporters du Nyangan sans pour autant cueillir les supporters du Nerlé. Ils font partie du game. Actuellement, ils sont au nombre de 6. 6 qui ont été arrêtés depuis 3 jours. Leurs parents sont là. Ils ne dorment plus, leurs parents. Donc on doit les libérer. Nous ne sommes pas en guerre contre la police. Nous les respectons et aussi on nous demande au respect pour nous aussi. Car nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Donc on nous respecte. Je lance un appel solennel aux jeunes de notre quartier de faire preuve de discipline. De faire preuve de discipline et de ne pas répondre à la provocation. Donc tout ça va se régler, Inch'Allah. Mais si nos jeunes ne sont pas libérés, nous allons automatiquement arrêter nos activités de l'année. Nous allons sursoir à nos activités de l'année une bonne fois pour toutes. Allez, parlons culture à présent avec Ziguinchor qui se prépare à abriter en décembre prochain l'un de ses plus grands rendez-vous culturels annuels, le festival Casamance en scène qui réunit de grandes sommités de la culture dans la région sud est placé cette année sous le signe du théâtre de proximité. Le comité d'organisation qui a fait face à la presse pour dessiner les contours de cette édition articule autour, pour dessiner les contours de l'édition de cette année, des contours qui l'articulent autour de l'équité dans l'accès aux produits culturels. Djibril Goudiaby est directeur artistique du festival Casamance sur scène. Je vous propose de l'écouter avec Lamine Ba et Lamine Mandjan. C'est une édition vraiment spéciale, étant entendu que voilà, on a créé en tout cas un concept intitulé concept théâtre à domicile. Théâtre à domicile, c'est quoi? C'est du théâtre, en tout cas de proximité. Parce qu'avant, on avait l'habitude de le faire dans des espaces beaucoup plus conventionnels, notamment l'Alliance française, le centre culturel, où c'est des espaces qui sont en tout cas construits pour abriter ou accueillir des spectacles de théâtre. Depuis un certain temps, en tout cas depuis maintenant 2 ans, on a réfléchi sur ce concept permettant un peu, disons, d'apporter le spectacle, le théâtre vers un public beaucoup plus, voilà, comment dirais-je, le public de proximité, notamment les familles où le voisin, le propriétaire de la maison peut inviter son voisin à venir voir le spectacle. Donc, d'où cette nécessité en tout cas de l'organiser au sein d'un quartier appelé le quartier Yamaton qui est juste derrière nous, en collaboration avec les Badjengo, en collaboration avec l'ASC Yamaton, en collaboration avec les associations de jeunes, les associations de femmes, parce que pour nous aussi c'est ça le développement. Voilà donc Casamance en scène dont le thème cette année est axé sur l'équité dans l'accès aux produits culturels. Parlons sport à présent avec le beach soccer. Je vous l'annonçais en titre. Première journée du groupe B de la CAN 2022 au Mozambique. Le Sénégal qui débute la défense de son titre en surclassant l'Ouganda. Une large victoire de 10-1 pour les Lions qui refusent toutefois de tomber dans l'euphorie. Ils visent la continuité face à l'Égypte. Ce sera ce dimanche et le récit est signé Chersadi Boudjara. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal donne un signal fort à ses futurs adversaires. Pour son entrée en lice à la CAN Mozambique 2022, elle écrase l'Ouganda sur le score de 10-1. Un succès qui se dessine dès les premiers instants de la rencontre avec 2 buts en 5 minutes. Les Lions, dominateurs et efficaces, gèrent tranquillement les 3 parties de la rencontre en empilant les buts. Amar Samb, Raoul Mende et surtout Seydina Mandione Laye-Diagne, auteur d'un quadruplé, s'en donne à cœur joie. L'Ouganda, qui n'a vu que du feu, s'incline lourdement. C'est la 15e victoire de suite, série en cours, du Sénégal en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un large succès que relativise le champion d'Afrique en titre, déjà tourné vers la suite dans le groupe B. Je pense qu'on a joué un match important aujourd'hui. On a gagné, on est content, mais on a oublié ce match. Parce que demain, on a un match très important, c'est contre l'Égypte. Et comme ce qu'on dit, la Coupe d'Afrique, c'est pas facile. Et si les gens pensent que c'est facile, non.
Donc il faut qu'on oublie vite le match qu'on a gagné. On pense que l'autre match prochain contre l'Égypte, on va donner le maximum et être sérieux et de lui montrer. Pour gagner une Coupe d'Afrique, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les écrits, il faut le prouver dans le terrain. Et donc pour le match d'aujourd'hui, on a oublié, on pense demain, Inch'Allah. Alseni Ndiaye et compagnie rencontrent l'Égypte ce dimanche à partir de 12h. Un adversaire difficile vainqueur de Madagascar à l'issue de la séance des tirs au but 4-3. Le score était de 4 buts partout au terme du temps réglementaire. Et nous, on croise les doigts pour l'équipe nationale de beach soccer qui fait donc face à l'Égypte. Ce sera ce dimanche. Dernier résultat, c'est ceux de la deuxième journée de Ligue 1 avec 3 rencontres au programme ce samedi. L'AS Douane qui bat l'AS Djaraf 1-0. Djambar de Sali qui domine la Linguère de Saint-Louis 2-1. La Sonacos de Diourbel et le Stade de Mbour qui se neutralisent dans le duel des promus. Cette deuxième journée se poursuivra ce dimanche avec 4 rencontres au programme à partir de 16h30. US Gorée AS Pikine, Guédiawaye FC Dakar Sacré-Cœur, Snaps de Thiès Teungueth FC, Génération Foot qui fera face au Casa Sport et bien naturellement tous les résultats de ces matchs dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Mais restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.